Bonsoir à tous. On peut s'accorder sur un fait. Le pays a déjà les yeux rivés vers demain. Demain avec l'événement qui aura lieu au Palais des Gouverneurs, notamment l'installation des élus pour le compte de la 8e législature. Et justement, en attendant demain et cette installation-là, on se projette, nous, ici, sur les clés pour un regain de confiance entre le Parlement et le public. Le parlementaire et son peuple, quelle relation donc pour quelle représentativité? C'est le thème de mercredi politique de ce soir avec 4 invités que nous aurons et dont nous avons déjà les 3, Éric Martin Sagan et Gildas Agoncan. Éric, bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Gildas Agoncan, bonsoir. Bonsoir. Vous d'abord parce que c'est, disons, vous qui êtes sur ce plateau, les visages connus de la politique nationale. Vous n'êtes pas seul, comme je l'ai dit, c'est 4 acteurs, même si pour l'instant nous n'avons que 3. Et de l'autre côté, donc, nous avons d'abord Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous, trois, d'abord, d'avoir, on va dire, respecté ce rendez-vous-là, et surtout à l'heure, et d'avoir accepté faire le débat sur ces clés-là qui vont permettre au Parlement et aux parlementaires de regagner la confiance avec, on va dire, le peuple, avec la population. On va commencer d'abord par ce changement donc voulu par le code électoral qui transforme, on va dire, le statut du parlementaire qui déjà était national, mais ce code-là insiste là-dessus. Changement donc de statut. On va commencer par vous, Julio. Il y a quand même une notion à revoir. C'est le fait que le parlementaire a un statut national. Donc, il doit avoir une relation, on va dire, nationale avec le peuple. Oui, bien sûr. Le parlementaire a une relation nationale. En ce sens qu'il peut être considéré, on sait, que le parlementaire est élu dans une circonscription et donc on peut considérer être attaché à une circonscription, mais il n'en est pas un. À partir du moment où le parlementaire est élu, le député est élu, il devient un député national. Il n'est pas là pour représenter l'intérêt d'un groupe social ou d'une communauté, mais ce qui doit le guider dans ses actions, c'est l'intérêt général de son point de vue. Donc, c'est en ce sens qu'on dit que tout mandat impératif est nul, parce qu'il n'est attaché à personne d'autre que l'intérêt général. Alors, on va donner donc la parole à Éric Martin Sagan. Bien évidemment, il y a eu cette notion sur laquelle le code électoral a voulu insister. Le parlementaire n'est pas redevable, on va dire, que à sa circonscription électorale. Il est attaché à toute la République. Oui, cher ami Boni, qu'il me soit permis, avant d'entrer dans mes propos, d'avoir une pensée pieuse pour ces victimes innocentes de notre irresponsabilité, de l'irresponsabilité du politique béninois, mais de la grande irresponsabilité de certaines personnes censées être complètement responsables et sages. Et de ce plateau, je voudrais crier au nom de tout le peuple béninois, plus jamais ça. Qu'on ne mette plus jamais les paisibles citoyens dans les rues à des fins égoïstes et personnelles. Plus jamais ça. Je voudrais également inviter nos concitoyens à éviter de se prêter à ces jeux et de se faire présent sur ces scènes qui, à la limite, dénotent de la mauvaise foi d'une certaine classe politique aux abois. Mais vous excusez ma sincérité. Et pour en revenir au sujet évoqué, oui, c'est vrai, il n'y a pas de mandat impératif pour le parlementaire. Ça veut dire, c'est vrai qu'il est élu dans une circonscription, il a une base électorale, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas redevable. Il est redevable de façon politique. Tout à fait. Il doit être proche d'eux pour, d'une manière ou d'une autre, s'assurer sa réélection. Si vous êtes élu dans une circonscription, on vous dit qu'il n'y a pas de mandat impératif, et que vous vous éloignez de vos mandats, vous n'êtes pas en train d'assumer vos responsabilités de parlementaire. Le parlementaire, quand on parle de cela, dans la prise des lois,
dans sa démarche, dans son comportement au Parlement, doit se mettre au-dessus de la mêlée, doit se mettre au-dessus de toutes les circoncisions et agir au nom de la République. Parce que les lois qu'il porte, les lois autour desquelles il travaille, ne sont pas des lois pour une circoncision, c'est des lois pour toute la nation entière. C'est ce que le législateur, ma foi, a voulu dire quand on dit que le parlementaire, qu'il n'y a pas de mandat impératif pour le parlementaire. Alors, c'est vrai que cette nuance-là complique notamment les relations entre mandat et mandaté. On va y arriver. Mais bon, sans doute, honorable Gildas Agoncan, on va dire aussi un mot à dire sur cette insistance-là désormais du code électoral sur le statut un peu plus national en réalité d'un député, d'un parlementaire. Merci. Vous savez, quand on a l'habitude de dire que le député a un mandat national, c'est pour dire que le Béninois, partout où il se trouve, est Béninois. Qu'il soit d'Abomey ou de Tangueta, ou de Dazazoumé ou de Matiri ou d'Aplaoui, il est Béninois. Donc c'est l'évocation de l'État-nation qui est vue ainsi. Donc vous avez beau être élu par une circonscription électorale, les membres de cette circonscription électorale ne sont pas en dehors du pays. Donc cette notion qui à la limite paraît un peu théorique est révélatrice de ce que nous sommes une nation et que représentant du peuple, le député, qu'il soit élu dans une circonscription électorale, est quand même l'émanation de tout le peuple. Et le citoyen de Tangueta a les mêmes obligations civiques, les mêmes attributs, a les mêmes responsabilités au sens de la loi, au sens de la Constitution, que le citoyen qui est à Zunzomé ou à Boycon. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir sur cette notion-là. Et vous avez parlé de la nouvelle logique évoquée par le nouveau code électoral. Effectivement, on a voulu un peu consacrer avec beaucoup plus d'acuité cette notion-là pour que celui qui est élu dans une circonscription électorale, son score, son élection soit le fruit d'une élection réalisée au niveau de toute la nation. Et ce faisant, les députés de la 7e législature ont fait utile en renforçant un peu le dispositif dans le sens d'une cohésion plus large en matière d'État-nation. Alors, on va tout de même, après avoir revu ce que dit, on va dire, la loi du statut du parlementaire, on va s'interroger sur un fait. C'est vrai que dans nos discours ordinaires, il ressort effectivement quelque chose comme ce qui pourrait signifier un certain divorce entre le Parlement et le public, le parlementaire et son peuple. De votre avis, vous qui êtes analyste, habitué notamment des débats d'intérêt national, est-ce que ce divorce-là est réel? Est-ce que de plus en plus la population se sent, on va dire, loin du parlementaire? La population ne se sent pas que loin du parlementaire. La population se sent loin du débat politique, loin de tous les acteurs politiques d'une manière générale. Parce qu'on a toujours tout fait pour montrer à la population que l'on se soucie peu d'eux. Et la population en elle-même, d'une certaine manière, a cette conception de ce que les acteurs politiques ne sont pas là forcément pas pour ma cause. Donc, en fait, c'est pour simplement d'abord garder l'existant et beaucoup plus préserver leurs intérêts ou ceux de leur clan. Quand nous venons au niveau du parlementaire, le fossé est davantage plus grand. Mais ce n'est pas du fait des acteurs. Ce sont les dispositions législatives qui l'ont consacré ainsi. Vous savez, par exemple, pour le mécanisme de la décentralisation, il est prévu des audiences foraines où, momentanément, dans périodicée, les acteurs communautaires, c'est-à-dire les élus communautaires, reviennent devant leur population pour expliquer un certain nombre de choses, pour faire le compte rendu, le point un peu de la gestion de la communauté. Ce qui n'est pas là le cas chez le parlementaire. Le parlementaire contrôle l'action du gouvernement et vote les lois en se mettant dans la peau de celui qui représente la population. Mais cette représentation, ce rapport qu'il doit avoir entre le mandant et son mandataire, on ne le voit pas souvent. On ne voit ces relations-là que
lors des échauffourées électorales, lors des campagnes électorales, ou après, donc c'est un rendez-vous, chaque fois le rendez-vous c'est pour 4 ans. On se voit aujourd'hui et le prochain rendez-vous c'est à 4 ans. Le parlementaire ne fait même pas l'effort, même si il n'est pas obligé, même s'il ne consulte pas, peut-être par moment, ou recueille peut-être l'opinion publique sur les actes qu'il prend, il ne prend même pas la peine de venir expliquer à ses mandants le contenu de ce qu'il vote comme loi. Or, vous savez qu'il y a ce principe-là, que nous, on est censé ignorer la loi. Nous vous avons mandaté, vous avez voté des lois, mais faites-nous au moins connaître cette loi. C'est vrai que la vulgarisation des lois est de l'office de l'exécutif, mais le parlementaire doit se sentir le devoir de revenir, comme l'aîné a dit tout à l'heure, au moins pour préserver en fait cette base électorale-là, de revenir devant cette population pour leur expliquer. Ça permet de lever quelques doutes, de lever quelques suspicions que les populations nourrissent par rapport aux lois qui sont votées, surtout que ces lois-là, peut-être d'une manière ou d'une autre, ont une incidence directe sur le quotidien du vécu. Nous avons beaucoup de doutes, nous allons revenir. La législation, la mandature du passé a été très prolifique en loi. Très politique. On dénombre près d'une centaine, 140 environ. Mais combien de fois, combien de Béninois comprennent ces lois-là? Nous prenons par exemple le code du numérique. C'est lorsque la personne tombe en infraction, on sait que tout le monde aujourd'hui est utilisateur des réseaux sociaux. C'est lorsque la personne tombe en infraction qu'on dit la peine. Et en ce moment-là, l'individu ne sent plus l'application de la loi, mais l'individu voit un acharnement. C'est comme si on m'a caché et on attend que je tombe sur le coup de la loi et on veut me... On se sent piégé. Alors, donc il est utile que le parlementaire travaille à garder cette harmonie, à garder ce lien de mandat et de mandataire. Alors, il y a, comme on va dire, l'écho en réalité de l'opinion publique qu'on va chercher à justifier. Je vais commencer par celui qui, par les années, a été, on va dire, confronté par la réalité des choses. Est-ce que cette rupture-là, vous avez écho de ça dans votre fief, si on peut se permettre encore ce mot-là? Est-ce que vous avez écho de ça? Est-ce que les gens se plaignent de ce détachement-là parfois? Non, je crois que c'est restrictif ce que j'ai entendu. Bon, que voulez-vous? Mon cher ami n'a pas été parlementaire, il ne sait pas ce que subit le parlementaire. Il reste dans le volet classique de l'action législative, l'action contre l'action gouvernementale, et ce faisant, on peut dire ce qu'on dit. Dans la réalité, vous ne connaissez pas quelqu'un d'une circonscription électorale qui, dans une situation sociale, n'a pas un réflexe d'appel vis-à-vis de son député. Il faut vivre ça pour savoir de quoi il s'agit. Il n'y a pas de fait au niveau de la société. Les faits d'éducation, les faits d'emploi, même les faits de situation ordinaire, toutes les fois où ça se pose, le réflexe du citoyen, c'est de s'adresser à son député. Il ne faut pas voir toujours le député de Cotonou. Quand on est à Cotonou, on a l'impression que les choses se passent partout ailleurs. Il n'y a pas de député qui ne soit pas dans un lien direct avec son citoyen. Et ça, il faut le dire, il faut vivre la fonction parlementaire pour comprendre ce dont il s'agit. Donc ça, cette vision si restrictive de croire que il n'y a pas un lien, un contact entre la population et le député, c'est très réducteur et je peux vous le dire que quelquefois même, le lien entre le député et sa population est au-delà même des attentes. Sur la question de la vulgarisation des textes de loi, c'est vrai que les lois, lorsque on les vote, la dynamique réelle, c'est qu'on puisse faire une communication réelle sur le contenu des lois. Mais combien de citoyens aussi sont prêts à comprendre le contenu d'une loi? Le Béninois, et ce n'est pas le Béninois seul, l'homme tout court, ne s'intéresse à quelque chose que lorsque cette chose-là a un impact direct. Lorsque la loi votée, lorsqu'on vote le code pastoral, le Béninois, lorsqu'il n'est pas
agriculteur, lorsqu'il n'est pas éleveur, il estime que ce n'est pas sa chose. Il ne se préoccupe pas. Lorsqu'on vote le code numérique, lorsqu'il n'est pas utilisateur des GSM et autres, de l'Internet, il pense que ça le compte. Vous avez beau expliquer, ce n'est pas ce qui est sa priorité. Donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut voir. Lorsque vous voyez des journalistes, lorsqu'on vote le code, le code de l'information, le code de la déontologie de la presse, le document existe, des journalistes sont censés connaître, ils sont instruits. Pourtant, combien de journalistes ils vont? Les gens, ils vont que lorsqu'ils ont des difficultés. Donc, ces questions-là, c'est humain. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut croire qu'il n'y a pas un lien entre le député et sa base. Je peux vous le dire que si vous êtes député, ce que vous avez, au-delà de forcer, j'ai envie même de dire qu'il y a un lien exagéré. Alors, on va revenir, nous interroger justement sur la justesse de ce lien-là qui, effectivement, à des moments donnés, se remarque. On va y revenir. Mais avec Éric Martin-Sangan, on va quand même s'interroger sur le fait déjà de savoir si vous êtes au courant de cette opinion-là qui, effectivement, semble indiquer qu'il y a une rupture de plus en plus entre le Parlement. Il y a un certain détachement. Le politique étant trop dans sa chose politique et le public étant perdu. Nous avons des lectures en fonction de nos angles de vue et de regard. Et peut-être des positions. Oui. Et tant qu'on n'est pas dans l'actionnariat, tant qu'on n'est pas acteur, tant qu'on n'est pas dans cette catégorie de personnes, on a l'impression que ce discours, cette allégation de rupture est fondée. Je nous invite, je parie que nos amis sont quand même des points de regard, des points de chute dans leur famille. Ils n'ont qu'à faire le point de combien de sollicitations ils ont en un mois, en une semaine, en un an. Et qu'ils fassent une lecture croisée avec ce que peut vivre un homme politique, qui plus est un élu, un député, qui a des mandats et qui est obligé d'aller, dans une certaine période, dans un certain délai, solliciter à nouveau leur suffrage. Donc quand on dit que les députés, c'est eux qui ont le plus intérêt à s'intégrer et à être au milieu de leur mandat, le député. Il n'y a personne qui ait plus d'intérêt que lui à être au milieu de ses mandats. Donc, qu'est-ce qui peut faire que le député puisse choisir de vivre en autarcie, de vivre en retrait, de se retirer, de s'éloigner des mandats? Le problème est profond. Le problème est profond et je crois que c'est pour y apporter solution qu'on est passé par le nouveau code des partis, la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Vous comprenez? Nous n'avons jamais eu de députés réellement d'un parti politique. Nous avons eu des individus qui se sont fait élire députés, qui ont dépassé leur argent pour acheter l'électorat. Et quand le monsieur s'en va s'endetter pour acheter l'électorat, dépense sa fortune pour se faire élire, comprenez que pour qu'il soit réélu, il faut qu'il amasse, qu'il fasse un peu d'économie. Pas plus tard que le week-end dernier, on m'a raconté une histoire. C'est pour rire. Il y a quelqu'un qui est allé au domicile d'un député pour lui dire au fait qu'il est très malade et il lui a tendu une ordonnance de 300 000 francs CFA. Mais il n'est pas alité. Vous comprenez? Vous allez le voir, vous lui dites, voilà, je suis malade, c'est l'ordonnance, ça fait 300 000. C'est des ordonnances, c'est pour acheter des produits à la pharmacie. Ce n'est pas pour une opération. Mais il est debout. Il est debout et dit, il me faut 300 000. Vous ne comprenez pas à travers cela qu'à un certain moment, l'homme politique, de façon générale, le député, de façon plus particulière, soit réticent à recevoir certaines personnes. Donc c'est de gaieté de cœur, c'est de très bon cœur qu'on assiste les voisins, les amis, les militants en difficulté. C'est normal. C'est normal quand on est humain. On n'a pas besoin d'être député pour que quand un frère, un ami, une connaissance est en difficulté, on l'assiste. Mais quand les gens le prennent pour un fonds de commerce, pour un moyen de pression, parce que vous êtes politique, vous devez régler tous nos problèmes, nous pouvons croiser les bras, et même vous devez régler les problèmes qui n'existent pas. Comprenez que l'élu de la nation, le député, c'est une question d'instinct
d'autoprotection. C'est grégué. Encore qu'il faut déjà avoir... Cela va de soi. Maintenant, il n'y a pas un arbre à argent au Parlement. Il n'y a pas un arbre qui produit le CFA. Ils s'en vont au Parlement, ils ont des émoluments qui perçoivent. Ils ne s'en vont pas faire fortune. Il faut que nous, populations, nous, mandats, nous mettions, nous obligeons les députés à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de nous. Nous avons dit que nous sommes les mandants, c'est nous qui les avons envoyés. Et quand ils s'en vont, nous devenons des mendiants derrière eux. Vous voulez qu'ils nous reviennent pour les redditions de comptes comment? C'est-à-dire, c'est nous qui leur avons dit, allez nous représenter. Ils ont une obligation de reddition de comptes vis-à-vis de nous. Mais quand le monsieur, il dit, bon, je les appelle maintenant pour que je vulgarise la loi, il faut que je prépare des billets de 10 000 pour qu'à la fin, je leur assure leur collation. S'il n'a pas les moyens, il ne fera pas. S'il n'a pas les moyens, il ne fera pas. Et quand ce que les gens réclament là, ce n'est pas pour les lois. C'est pas pour les lois. Soyons sincères. Moi, je suis toujours direct dans mes prises de parole. Ce que les gens réclament, c'est les PDM. C'est les jetons de présence aux séances de reddition des comptes. C'est pour cela que les 2 dernières lois, que moi j'appelle des lois révolutionnaires, même si elles sont dures, parce que c'est des lois, c'est pour résoudre ces problèmes-là, qu'on est passé par ces lois. Le député, aujourd'hui, en tout cas les députés béninois, les députés qui entreront en fonction à partir de demain, sont issus de partis politiques. Et devront se comporter selon un mot déterminé par leur parti politique. Ils ne pourront pas s'en écarter. Si je suis député et que mon parti me dit, cher ami, vous avez obligation de rencontrer nos militants, de rencontrer les populations. Sur un agenda. Sur un agenda. Ils vont s'exécuter. Alors, mais ceci dit quand même, on va d'ailleurs en profiter. C'est vrai que Julio veut réagir. Je ne pense pas que nous puissions réduire toutes ces accusations aux questions, on va dire, d'intérêt direct. On va y revenir, mais profiter déjà pour dire quand même que, voilà, Angelo Adelakou nous a rejoint, Landry. Landry, bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, voilà, on vous intègre dans la suite du débat comme ça, mais avant, il y a la réaction de Julio que nous allons suivre. Merci. Je voudrais dire à mon cher aîné Agoncan, le député Agoncan, que le lien, il y a une sorte de mauvaise perception de ce lien-là. Le lien, les populations ne sont pas demandeurs d'assistance financière, de venir régler leurs problèmes. Mais dans les faits, il décrit que c'est ce qui se le lien en vérité, c'est que la population se retrouve à travers le travail parlementaire. La population ne demande pas qu'on paie ce donnant. La population demande qu'on légifère pour avoir peut-être un régime d'action. C'est vrai que ce n'est pas du ressort du parlementaire de proposer une loi peut-être qui va induire une incidence financière, à moins qu'il en donne la compensation. Ce que le parlementaire veut, ce n'est pas de chercher un emploi à un jeune, mais de travailler à créer les conditions favorables à l'embauche, à l'entrepreneuriat. Cette perception que nous avons de ce que le lien, ça c'est l'entretien de l'électorat. Nous parlons de lien avec la population. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai un problème, et je vois mon parlementaire interpeller le gouvernement sur ce problème directement, je suis satisfait, je suis soulagé. Je me dis, celui-ci, il est à l'écoute. Ça, si vous comprenez. Lorsqu'une loi sur un problème donné, les parlementaires légifèrent, je sens que celui-ci, il est attentif à ce que je vis. Ce n'est pas de l'argent que l'on demande, ce n'est pas de l'assistance financière, ce n'est pas parcourir les églises ou bien peut-être les lieux de culte pour donner de l'argent ou bien... Ce n'est pas de ce lien-là. C'est que la population, nous parlons de la population et de l'électorat, que la population se retrouve à travers le travail parlementaire. Parce que, je l'ai dit tantôt, nous avons l'impression que les parlementaires ne travaillent qu'à satisfaire les groupes d'intérêt et les gens pensent, prioritairement aussi, que le parlementaire, qui doit être un contre-pouvoir pour que les pouvoirs puissent d'une certaine manière s'équilibrer, ce parlementaire devient une autre guerre et la population est laissée en rade close complètement. Je ne voudrais pas parler des questions de majorité et de majorité, mais les préoccupations des populations ne sont plus les priorités lorsque des intérêts politiques
prennent le pas. Alors, on ne va pas déjà retourner à voir ce que pense Gildas Agonkan de la précision que vous apportez, mais il y a quand même, Landry, il y a que, dans les faits, effectivement, c'est pas difficile de constater que socialement, pour des difficultés, que les populations, effectivement, assaillissent, on va dire, les parlementaires et même les différents responsables au niveau donc, administratif, dans les quartiers et villages. Comment en est-on arrivé là, effectivement, justement, à ramener le rapport, on va dire, politique, responsable politique et population à ça? Les questions de difficulté. Comment en est-on arrivé à ça? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais déjà saluer les téléspectateurs de votre télé et saluer mes chers aînés ici sur le plateau. Et m'excuser également de l'absence. Bon, ce n'est pas une excuse. Ce qu'on peut éviter, on ne doit pas s'en excuser. Bon, voilà. Et je pense que la question, comme l'a dit les aînés, et surtout mon cher ami Julio, il faudra poser un diagnostic pour comprendre que la sociologie béninoise aujourd'hui est ainsi faite. Et quand vous arrivez dans la société à monter un peu en grade, et que vous prenez l'ascension, et c'est des demandes qui viennent de façon naturelle. Tout le monde se rabat sur vous. Et donc, vous n'allez pas me dire que dans votre entourage, à la maison, vous n'avez pas des sollicitations, même si c'est à un niveau moins élevé. C'est pareil. Donc, imaginez pour les hommes politiques et que dans l'entendement du commun des Béninois, c'est que quand vous accédez à des postes donnés, à des fonctions nominatives et autres, c'est que c'est tout un package, il y a tout un avantage. Vous êtes désormais celui-là qui doit porter la charge de toute la communauté, de tout votre village et autres. Encore quand on parle d'un élu de la nation, et c'est encore plus complexe, et on se dit que celui-là, alors, on peut lui soumettre nos préoccupations et autres. C'est tout à fait naturel, même si nous pouvons condamner cet état de choses. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que je me dis que plus la population se lance dans ce genre de choses, à commander des assistances et autres, plus l'élu de la nation doit comprendre que le pays est aussi difficile et qu'il y a des préoccupations qu'il va falloir régler. Et c'est là où je partage l'avis de Julio qui pense que le législateur, en fait, dans sa mission, va donc devoir réagir par rapport à des autorisations de ratification d'accords qui quand même entrent dans l'intérêt général, au vote des lois qui entrent dans l'intérêt général, qui favorisent l'accès à l'emploi, qui favorisent à ce que la population puisse quand même sortir de la précarité. Parce que au milieu des gens qui sont dans une situation un peu misérable, si vous êtes le seul riche, comprenez tout à fait que la charge vous reviendra. Alors pour ne pas y arriver, ce que vous pouvez déjà faire à votre niveau, c'est d'accompagner l'État. Quand il faut l'accompagner, c'est de mettre, je dirais, un blocus quand il faut le faire, parce qu'il l'a rappelé, et qu'il faudrait que les pouvoirs puissent quand même s'équilibrer. Et donc, quand les actions sont favorables, il faudrait que l'élu de la nation puisse quand même donner son quitus indépendant. Bon, vous savez, nous ne sommes pas politiques, c'est vrai qu'il y a des contingences politiques que nous ne maîtrisons pas, mais dans notre posture de profane, nous pouvons dire qu'il est mieux d'accompagner pour favoriser quand même l'émancipation de tous les chacun. Parce que quand vous ne le faites pas, il est tout à fait logique dans la sociologie béninoise que des gens vous sollicitent. Malheureusement, c'est triste parce que, je le dis, c'est des choses qui en réalité favorisent la corruption, favorisent le marchandage politique. Et quand vous voulez éviter que l'élu de la nation, que l'homme politique évite de tomber aussi bas, je pense que chacun, à notre niveau, nous devons aussi faire l'effort de l'éviter. Vous savez, certains ont la facilité de commander. Il y a aussi ça qu'il faut retenir, mais je pense que nous pouvons faire un effort. Alors, comment alors, déjà, avant d'aller à d'autres niveaux de ce débat-là, comment alors dire aux populations, effectivement, que, voilà, le parlementaire a des exigences, mais que ce n'est pas que, on va dire, il n'est pas réservé donc qu'à résoudre des questions sociales. Comment le faire comprendre et ne pas encore enfoncer le clou dans le divorce, Éric Martin Sanga? Non, vous savez, parfois le divorce parfois est inévitable pour une réconciliation certaine. Il vaut mieux être véridique, il vaut mieux situer les responsabilités, que les gens se fâchent et qu'après ils reviennent à la raison. On ne peut pas vouloir des résultats de quelqu'un à qui on a donné mandat et se coucher à ses pieds pour lui dire de venir régler nos problèmes. Mais parle de sociologie béninoise. Cela étant, non, c'est pas une bonne sociologie. C'est-à-dire que c'est une sociologie à bannir, à dénoncer, à éviter. On ne peut pas encourager ça. On ne peut même pas justifier ça. Je comprends. C'est comme je l'ai dit. Nous avons des responsabilités sociales. Nous sommes obligés de nous auto-assister. Chacun en fonction de ses moyens. Ça, là, c'est normal. On ne peut pas voir un citoyen en train de vivre une certaine situation, et nous avons la capacité d'intervenir, on va passer à côté. Si nous passons à côté, nous sommes criminels, nous ne sommes pas humains. Cependant,
la fonction politique, la position politique ne peut pas être objet à des chantages, à des marchandages de suffrage. Il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire, on n'a pas encore, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on s'intériore que les élections, c'est des affaires de conviction. Nous allons voter parce que nous croyons au programme, au projet de société, à l'idéologie de ce parti politique-là. Nous allons voter pour lui. Nous n'allons pas voter pour lui parce que il nous aurait donné beaucoup d'argent ou qu'il aurait nuitamment fait porte à porte pour nous dire voilà, c'est le bulletin pour nous prix. Non, on élit un député en fonction de sa tendance, en fonction de son orientation politique, en fonction des engagements qu'il a pris pour la législature auquel il est en train de solliciter notre mandat. Vous comprenez? Mais là, le constat est que, déjà, la base est faussée. Vous avez vu les derniers pourcentages? Vous savez, les gens disent, c'est pas parce qu'il y a eu boycott. C'est parce que l'argent n'a pas circulé comme ça a l'habitude de circuler. C'est parce que nous nous sommes interdits, les chapelles politiques sont interdits d'acheter les consciences, d'acheter le vote. Mais moi, j'ai quand même vu que j'ai des gens de mon quartier qui, à leur retour du vote, sont passés me disent, tonton, j'ai déjà mis, donnez-moi la chose. J'ai fait l'effort de donner un peu, mais à un certain moment, j'ai arrêté, j'ai pris ma voiture, j'ai quitté la maison parce que je ne voulais pas continuer. Parce que je ne pouvais, j'avais même pas les moyens de continuer. Donc, vous voyez, déjà, c'est le jour du vote que cela se passe. Député installé, qu'en serait-il? Moi, acteur policier, il n'y a pas de jour, je ne me réveille pas, on ne me réveille pas à 7 heures. À 7 heures, je sais déjà qu'il y a au moins quelqu'un sur mon portail. Et c'est pour régler le problème social. Ce n'est pas un souci quand on a les moyens. Ce n'est pas un souci, mais quand ça devient une obligation, et quand nous, on ne le fait pas, on évite de le faire, les gens estiment qu'il y a un fossé, qu'il y a un divorce. Si c'est de ce divorce-là que nous parlons, c'est un divorce positif pour que nous puissions comprendre, pour que les populations puissent comprendre que la fonction politique, ce n'est pas une mine d'or. La fonction politique, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité sociale, c'est une responsabilité nationale et ça a un cahier de charge, ça a des engagements et ils sont tenus de nous demander de leur rendre compte. Ils demanderont des comptes rendus dans quelles conditions, si eux-mêmes ils sont déjà conditionnés. Si eux-mêmes là, ils sont nos suppôts, si eux-mêmes ils sont sous nous parce que nous ne les contrôlons pas, les miettes, puisqu'ils ne peuvent avoir que des miettes. Soyons sincères. Personne, aucun élu, aucun homme politique ne va affamer sa famille pour satisfaire la population. C'est quand on aura fini de régler nos problèmes internes que nous allons regarder. C'est des miettes. À la mesure vraiment de il faut que le Béninois dépasse ça. Et personne ne fait le bonheur de l'autre. Personne ne résout le problème de l'autre à sa place. Il faut qu'on travaille. Il faut que nous prenions conscience de ce que c'est nos efforts qui vont nous sortir de l'ornière. C'est nos efforts qui nous sortiront des sentiers battus. Il faut que nous mettions la pression sur nos élus pour que réellement ils exercent l'action du contrôle, ils exercent le contrôle sur l'exécutif. C'est leur premier engagement vis-à-vis de nous. Ok, il le faut. Ça là, on va être exigeant là-dessus. Mais pour être exigeant sur ce plan-là, ne les contraignons pas à aller tendre la main à l'exécutif aussi. Parce que si vous voulez contrôler quelqu'un, si vous les obligez à vous donner de l'argent et qu'ils n'en ont pas, ils iront voir les ministres, ils iront voir le chef de l'État et pour voter une loi, ils vont dire où est l'enveloppe que vous avez déposée là-dessus. Quand le gars prend l'enveloppe pour voter une loi, vous voulez qu'il regarde l'intérêt de quelle société? Non, on ne peut pas vouloir d'une société au contraire. Nous voulons d'un député. Le député, pour moi, doit être une personne ordinaire. Le député, c'est vrai que ses prérogatives, sa fonction lui donne une certaine particularité, un certain nombre d'avantages. Je suis d'accord. Mais le député a obligation de se comporter comme un homme du peuple. Au-delà de tout, il doit rester dans la population. Mais nous-mêmes créons les conditions pour qu'il ne nous fuit pas. Il nous revient de créer les conditions. Et ça, pour qu'il nous reste. Pour qu'il reste avec nous. S'ils les obligent à s'éloigner, ils vont s'éloigner. Et à l'approche des élections, ils vont revenir. Ils vont chercher les moyens de revenir. Ils vont revenir. Et nous allons encore les accepter. Puis après la réélection, ils vont repartir. Et ça va être ça tout le temps. L'honorable Gildas Sagonkan voulait réagir. Non, je suis resté quand même très admiratif de la noblesse idéaliste de mon cher ami Julio. Ce qu'il dit est juste, ce qu'il dit est noble.
ce qui dit Mais l'idéal. vous semblez dire que ce n'est pas pratique. Non, c'est pas que c'est pas pratique. Son collègue a parlé de sociologie. Et il faut introduire cette dimension dans ce que nous vivons. Vous ne trouverez pas un député travailler sur une loi sans rencontrer, échanger, dialoguer, épouser les aspirations des acteurs du secteur. Je parlais tantôt du code pastoral. On ne peut pas faire le code pastoral sans parler avec les éleveurs. Si nous devons voter une loi sur le code numérique, je sais que nous l'avons fait, je sais le nombre d'acteurs que nous avons rencontrés dans ce milieu-là. Si nous devons voter une loi sur le secteur privé, il y a une panoplie d'éléments du secteur privé que nous rencontrons. Si nous devons voter une loi qui concerne la presse, nous devons mettre à contribution les journalistes parce que le député n'est pas un sachant. Le député n'est pas un sachant. Il a besoin de ce que j'appelle le complément d'information des hommes et des femmes qu'il représente pour mieux parfaire l'assainissement juridique du pays. Donc ça existe, ça se fait. Mais il se fait que nous sommes dans une réalité où le citoyen lambda, et Julio ne dira pas le contraire. Il ne s'agit pas de rester dans une démarche purement théorique. Le citoyen lambda voit à travers son élu celui qui est capable de régler tous ses problèmes. Tous ces problèmes. C'est pas rester dans les... Est-ce que ce n'est pas aussi du fait de l'élu? Est-ce que ce n'est pas la présentation que l'élu se fait en demandant le mandat? Moi, je n'ai fait aucune présentation. Je n'ai montré aucune démarche d'aisance. Aucune prétention de vouloir répondre à toutes les sollicitations. Moi, j'ai été député. Et les populations qui viennent me voir, quelquefois, elles ne viennent pas me voir pour leur bon vouloir. Elles viennent me voir aussi parce que réellement, elles sont confrontées à des réalités. Et ça, je le dis. Et si j'ai la possibilité, parce que l'autre considération qu'on pense, le député béninois n'est pas un homme riche. En fait, il faut le savoir. Il y a une différence entre le député et celui qui avait les moyens avant de devenir député. Si vous êtes un fonctionnaire, si vous êtes un cadre comme moi, vous êtes député, vous ne pouvez pas avoir la prétention d'être un homme riche. Non. Vous êtes quelqu'un qui, au vu des indemnités qu'on vous donne, vous êtes obligé de partager, au-delà de votre famille, cette indemnité avec les populations qui vous ont fait élire. Si tout le monde ne l'est pas, est-ce que, on va dire, la concurrence déloyale aussi n'a pas aidé à glisser à ça? Parce que ce n'est pas du fait seulement de la population. Vrai. Non, du tout. La population n'est pas isolée. Et le politique n'est pas isolé de la population. Il y a eu des faits, il y a eu des comportements de politique qui ont contribué à ce que le citoyen pense que le député élu est capable de résoudre tous les problèmes qu'il a de façon quotidienne. Ça, il faut travailler à corriger cela. Mais croire que ça n'existe pas, non. Donc, je perçois l'idéal que mon ami Julio évoque, et c'est ça qui devait être la norme. Nous devons nous baser sur les aspirations populaires pour établir les tests, mais il faut savoir que toutes les fois, nous établissons des tests. Nous travaillons sur des tests au Parlement. Nous les faisons en lien étroit avec les personnes qui ont un lien. Parce que tous les tests ne concernent pas tous les citoyens. Il faut avoir le courage de le dire. Le code numérique, ma grand-mère qui est à Komingia, je ne sais pas en quoi elle se sent tout de suite intéressée par le code numérique. Quand je vote le code pastoral, en quoi l'étudiant qui est à Kadian ici, l'étudiant qui est à Kadian se sent intéressé par tout. Donc il faut comprendre que le député n'est pas un sachant. Le député, c'est quelqu'un qui est à la croisée de toutes les connaissances. Il est obligé de faire recours à toutes les compétences dans des domaines très variés en fonction de telle norme pour enrichir le contenu d'une loi. Et il faut souffrir quelquefois que nous ne sommes pas des dieux. Le député aussi a sa faiblesse, certaines normes. Il faut prendre le député aussi comme un humain. Le politicien n'est pas en dehors de la population. Le politicien vit dans la population et est au confin de ce nombre de préoccupations qui minent. Et il a évoqué une question que je voudrais quand même nuancer. La question de contre-pouvoir. On a l'impression de dire le Parlement est contre-pouvoir. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous savez, dans les démocraties modernes, un gouvernement a besoin d'une majorité pour gouverner. C'est le principe, c'est la règle. C'est l'exception qui est que le Parlement soit constitué de députés qui soient en contradiction politique avec le gouvernement. La règle,
c'est que le gouvernement ait une majorité au Parlement. Pour pouvoir opérer. Et le contrôle de l'action gouvernementale n'est pas toujours dans le sens d'une sanction de l'action gouvernementale. Et j'ai dit, la dernière fois, j'ai dit à notre atelier, à grand propos, qu'il faudrait que les ministres puissent prendre la hauteur, se mettre à la disposition du Parlement pour répondre aux préoccupations des députés. Parce qu'il ne faut pas voir les questions posées par les députés comme une sorte d'épouvantail. Non, les questions posées au gouvernement peuvent venir pour éclairer la lanterne des citoyens sur un certain nombre de faits positifs réalisés par le gouvernement et qui sont mis en valeur. Donc, il faudrait voir le tout dans un ensemble. Et hommes politiques, députés et population, nous sommes dans un contexte où nous avons besoin de réveiller un peu les attentions pour que chacun puisse savoir quelles sont les responsabilités qui sont les siennes dans le déroulement normal d'un processus de démocratie conduisant au développement durable. Oui, avant de retourner à Julio et à Landry, je vais enchaîner avec vous. Éric Martin-Sanga a dit quand même que voilà, le divorce n'est pas que lié à cet aspect que nous avons longuement traité. Il y a quand même aussi que le divorce ou l'accusation de l'éloignement du Parlement et du parlementaire sont parfois aussi dus à certaines attitudes. Gildas a parlé notamment du contrôle de l'action gouvernementale. Effectivement, par moment, oui, l'accusation de l'éloignement est fondée sur ça, le comportement du parlementaire là-bas, dans ses rapports avec le gouvernement. Votre réaction par rapport? Jusqu'à l'avènement du président du régime de la rupture ou du nouveau départ, nous avons eu affaire à quel parlement et à quel parlementaire? Nous avons eu affaire à des parlements d'opposition classiques qui s'opposent à tout. Il y a des parlements de soutien aveugle. Vous comprenez? Quelle action, quel contrôle vous voulez que ces députés la fassent? Nous soyons sincères, c'est normal, c'est de leur prérogative d'orienter, de guider, de régler. Mais le député n'est pas envoyé à l'Assemblée pour aller contrer les projets du gouvernement, pour empêcher le gouvernement d'exécuter son projet de société. Puisque le président de la République est élu sur la base d'un projet de société, d'un programme. Et le député, normalement, se doit de l'accompagner, mais tout en tenant compte de l'intérêt de la population. Bon, voilà. Maintenant, quand on oblige l'élu à aller faire le salam alik à celui qu'il doit contrôler, pour pouvoir revenir répondre à nos sollicitations de l'autre côté, nous voulons qu'il existe. Le nœud est là, le problème est là. Et si nous pouvons régler ça, si aujourd'hui nous pouvons commencer par avoir des mandants conscients, des mandants qui n'ont pas de charge. Qui n'ont pas de charge. Tout être humain a de charge. Tout être humain a de charge. Et Dieu a donné à chacun de nous les moyens de subvenir à nos besoins. C'est l'oisiveté qui nous amène parfois à ne pas y répondre efficacement. Dieu a donné à chacun de subvenir à ses besoins et en fonction de ses moyens. En fonction de ses moyens. Il y a des gens qui sont nantis, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont complètement pauvres, mais nous sommes tous de la même société. Nous constituons des maillons de cette société-là et chacun a les couloirs de résolution de ces problèmes-là. Chacun a quelques exceptions, il y a des nuances, c'est vrai, mais chacun a les couloirs de résolution de ces problèmes. Le vrai nœud du problème, c'est qu'on sorte l'argent de la politique. Qu'on sorte l'argent de la politique et que la politique devienne véritablement idéologique. Et que quand quelqu'un se porte candidat pour quelque chose, il sache pourquoi il est candidat. On ne va pas au Parlement, on n'est pas député pour aller plaire à un président de la République. On n'est pas député non plus pour aller combattre un président de la République. On est député pour voter les lois, travailler les lois, les parfaire, accompagner le gouvernement dans l'exécution de ces programmes, dénoncer les dérives. Il faut toujours dénoncer puisqu'il peut y avoir des dérives, dénoncer les dérives du gouvernement. Et pour que le député réussisse ça, nous avons l'obligation, les citoyens ont l'obligation de l'accompagner. Et l'accompagner, c'est simple, le laisser libre. Cesser de lui mettre la pression, cesser de croire que c'est lui qui doit régler tous nos problèmes si nous parvenons à cela. Et que nous pouvons croire que dans 4 ans, nous irons aux élections sans que
on exige les porte-à-porte sans qu'on exige l'argent. Si nous pouvons avoir l'assurance que quand un député va vouloir dire, bon, je vais rencontrer la population pour échanger avec eux sur une loi. Si on peut déjà se dire, chacun venant apporter une bouteille de FIFA qu'il va prendre à la fin de la séance, les députés iront à cœur joie. À cœur joie. C'est la réalité, en fait, c'est pas autre chose. Alors, on va donc entendre Landry. Landry, bien évidemment, on a évacué l'aspect relations et charges sociales. Maintenant, il se fait effectivement que l'accusation n'est pas que liée à ça. Vous l'avez un peu évoqué dans votre première prise de parole. Il n'y a que dans l'attitude du parlementaire, des éléments se dégagent, des éléments tendant effectivement à croire qu'il est trop politique, trop dans les coulisses que dans le reflet de la représentation nationale. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, pour aborder certaines questions, il est mieux de maîtriser un peu l'histoire, ne serait-ce que même si c'est une histoire superficielle de la chose. Et donc, d'où est-ce qu'on est parti pour parler d'Assemblée nationale, la séparation des pouvoirs et autres. Et donc, cela nous permet de comprendre déjà que l'Assemblée nationale, tel qu'on le dit, est un haut lieu de la politique. Et comme l'a dit l'honorable, il est parfois difficile. Nous ne pouvons que rester en théorie parce que nous n'avons pas encore la chance d'aller là-bas. Il nous reste encore peut-être des années, un chemin à parcourir. Et vous savez, ce qu'a dit l'honorable, ce qu'il faut déjà nuancer, c'est que, et comme l'a dit l'aîné tout à l'heure, l'Assemblée nationale a un contre-pouvoir. Et quand mon collègue le dit, il n'est pas allé au fond, il a juste dit parce qu'il était dans une logique donnée. Donc je pense que c'est mieux de le comprendre dans cette logique. Et l'honorable a ajouté que cela ne voudrait pas dire que l'Assemblée nationale est allée pour s'opposer à tout ce que fait le gouvernement. En effet, tout le monde le sait. Parce que au-delà de la séparation des pouvoirs, il y a ce qu'on appelle la collaboration fonctionnelle. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes un contre-pouvoir qu'il faut aller nécessairement systématiquement contre ce qui est fait. Non, c'est malheureux même, ce serait même triste pour la République. Et comme l'a dit l'aîné, c'est qu'il y a des choses qui sont bien faites, vous accompagnez. Et ce qui n'est pas bien, il faut avoir quand même le courage de le dénoncer, le courage d'aller contre. À ce moment, vous savez. Et j'ai suivi pour le vote du premier budget de l'actuelle équipe en place, un honorable qui a dit que le budget de 2000 milliards et quelques était irréaliste et irréalisable. Mais il l'a voté. Je voterai. Voilà, c'était la phrase. Ce budget est réaliste et irréalisable, mais je le voterai. Mais j'étais hébété, j'étais surpris, je ne comprenais rien. Tu dis que le truc est irréaliste et irréalisable, mais tu votes, tu n'as rien compris. Mais heureusement, il y a une activité de l'association béninoise de droit conditionnel où j'ai eu l'occasion de poser la question à l'honorable pour dire je l'ai suivi il y a quelques mois. Je cherchais l'opportunité pour comprendre cette attitude qui consiste à voter quelque chose que vous trouvez. Il dit mais que c'était le premier budget de l'équipe en place et qu'il fallait donner les moyens au gouvernement. Ah, j'ai dit parfait. Moi j'étais satisfait, même si, vous savez, ça peut être politique, moi je ne sais pas. Mais l'argument pour moi trouvait son sens dans la collaboration fonctionnelle. Tu reconnais que c'est une première fois pour l'équipe. Mais il ne faut pas empêcher quand même, puisque les actions qui sont quand même inscrites dans ce budget sont quand même louables et la donnée sont qui, tu sais, se voient. Mais après, elle est revenue à la charge pour dire cette fois-ci, je ne donne pas. Mais moi, je dis, c'est un peu ça, ce que nous voulons. Quand c'est mauvais, il faut avoir le courage de dire, bon, c'est mauvais. Quand c'est bon, il faut accompagner. Or, le député dont je parle, il est de ce qu'on appelle la minorité parlementaire et autres. Donc, c'est un peu ça. Et pour dire que quand vous assistez de loin, en tout cas, tel que les choses se passent, et vous voyez que de l'Assemblée nationale sortent des lois qui, en tout cas, à notre compréhension, à nous, ne sont pas nécessairement à l'avantage des citoyens et du citoyen lambda. Quand vous voyez le processus, l'accélération, les procédures d'urgence qui se multiplient et que vous ne comprenez même pas le bien fondé, quand vous lisez des exposés de motifs et que vous semblez comprendre et qu'après les attitudes, les actes, les faits et gestes de chacun semblent trahir ce que vous avez lu, que vous avez semblé comprendre, il se pose un problème. Quand vous avez la chance de participer à des séminaires parlementaires, où les honorables et autres, et la société civile, tout le monde a eu la chance de discuter autour des questions données, et que à peine vous rentrez chez vous quelques heures après, vous commencez à lire autre chose sur les réseaux sociaux et les journaux, vous vous demandez à quoi a servi alors cette séance qui vous a pris peut-être 24 heures, 48 heures, et dans le frais et autres, pour discuter autour d'une question essentielle. Et je dis, c'est vrai, quand vous organisez des séances, peut-être que vous n'êtes pas censé suivre intégralement ce qui est dit. Mais il faudrait que, dans la finalité, dans les prises de décision finales, on puisse quand même ressentir que l'atelier que vous avez organisé sur tel test a influencé ce qui est en train d'être décidé. Mais quand vous sortez de là et que l'architecture, l'ossature de ce qui vous est présenté finalement ne répond en rien
à ceux dont vous avez discuté la fois dernière, vous vous rendez compte que nous sommes en présence d'une sorte de machination, excusez. C'est comme si on vous réunit, on essaie de légitimer un fait, pour montrer quand même à la face du monde que voilà, tout le monde est là, toutes les parties prenantes y sont. Et puis après, on sort quelque chose qui ne répond pas. Et aux yeux de la population, c'est que voilà, vous aussi, vous étiez quand même parti à ce qui est fait et que vous avez donné votre quitus. Et donc, le député, pour moi, le député, c'est vrai, je le dis, je le reconnais encore qu'il y a des enjeux politiques que nous ne maîtrisons pas. Mais le député peut quand même faire aussi l'effort d'être un peu à la hauteur de... Parce qu'au-delà de tout, ils l'ont dit, le député est un humain. Et avant d'être député, vous avez une dignité. Et vous savez, nous défendons un nom. Chacun a un nom. Vous savez, même au Parlement, les députés, je sais, ils se connaissent. Vous pouvez être de l'opposition ensemble, mais certains savent qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire en considération de leur culture. Vous pouvez être de la mouvance et savoir qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire en considération de votre culture. Mais dans ce lot également, ils sont ensemble, voir des gens qui, bon voilà quoi, est-ce que vous comprenez, qui peuvent tout mélanger. Mais moi je pense que au-delà de tout, il faut avoir quand même aussi à l'esprit la politique du juste milieu, comme le disait Aristote. Voilà, Julio Tometti, il y a dans ce que vous commenciez par dire effectivement, ce sur quoi on peut revenir, à savoir que dans la gestion des coulisses politiques, le député peut quand même, on va dire, trouver le moyen de se réconcilier aujourd'hui avec son peuple, son public. Le député a des moyens et ça devient un défi fondamental que surtout l'actuelle mandature de l'Assemblée nationale se réconcilie avec son peuple. Ce que je dis même au-delà de la réconciliation, vous m'excusez, ce n'est pas un déni, mais cette mandature doit être à la quête permanente d'une certaine légitimité. Je vais repartir un peu dans l'histoire et je voudrais, si les nouveaux parlementaires nous suivent, qu'ils aillent lire un peu l'histoire politique du Bénin. Vous savez, j'ai demandé à quelqu'un une fois quelle est la meilleure forme de parlement, au-delà des questions de minorité et de majorité. Il m'a dit, c'est la première mandature du Parlement béninois. La première mandature. Cette mandature, qui n'était pas favorable au président de la République, mais n'a pas empêché le président de la République d'exécuter son mandat. Même tant que personne est revenu en 1996, la majorité parlementaire était de l'opposition. Il y avait la RB qui avait 28 députés, il y avait le BND. Il n'avait pas de majorité. Mais la question de majorité-minorité a commencé par faire jour en 2011, 2003 et on n'en finit pas. Il faut dire quoi? En 1991, l'honorable Gonca a parlé, vous avez commencé par parler du code de la Sénat, par exemple. La Sénat est une imagination parlementaire. C'est le Parlement qui a conduit de bout en bout, même en désaccord avec le président. Ils ont voté. Le gouvernement a demandé seconde lecture, ça a été confirmé. La Cour constitutionnelle a débouté. Donc, un Parlement qui est conscient de son rôle n'a pas besoin de bloquer chaque fois un gouvernement pour montrer qu'il exerce bien l'action parlementaire. Ce que nous demandons, ce n'est pas extraordinaire. C'est que le Béninois, le parlementaire, fasse, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, preuve de dignité et de responsabilité. Une responsabilité en ce sens que, lorsque on vous vote et que vous êtes au Parlement, vous avez un rôle. Et comme vous n'avez pas la science infuse, vous vous faites accompagner. Vous recueillez des compléments d'information. J'ai vu, tout à l'heure, nous avons vu au cours de la journée, un parlementaire qui était dans l'euphorie totale avec son écharpe. J'ai souri, j'ai dit, voilà, excusez-moi, quelqu'un qui ne connaît pas encore son rôle, quelqu'un qui ne connaît pas encore le travail parlementaire. Ou plutôt qu'il le connaît, mais qui est prêt. C'est possible. Non, on n'est jamais suffisamment prêt. Demandez à l'honorable Akonkan s'il est totalement prêt. Il ne peut pas être... Le travail parlementaire est énorme. Ceux qui l'ont fait, c'est une grande responsabilité. Ceux qui l'ont fait, ceux qui font le travail parlementaire véritablement, non pas ceux qui vont seulement la plainer, lever la main, ceux qui font le travail parlementaire véritablement, d'accord, savent un peu de quoi nous parlons. Nous sommes dans la théorie, comme il peut le dire, mais c'est de cette théorie-là que la pratique vient. Nous ne pratiquons que ce que nous avons en théorie et que de sorte que nous travaillons sur la base des thèses, des dispositifs qui existent. Ce n'est pas extraordinaire. On ne demande à personne, on ne demande pas aux parlementaires d'inventer. Je voudrais finir pour dire, le parlementaire doit se réconcilier
avec le peuple. Le parlementaire doit être allé à la quête d'une certaine légitimité. Qu'est-ce que la population attend de l'actuelle mandature? Je voudrais, si vous le permettez, dire deux choses. C'est-à-dire quoi? J'ai dit tout à l'heure, j'ai noté tout à l'heure le caractère prolifique des lois votées. Ces lois votées, il faut qu'on procède à une analyse. Quelle a été la pertinence de ces lois? Quel est l'effet? Quelle est la ristourne? Est-ce que ces lois-là, selon l'esprit dans lequel ils ont été conçus, est-ce que ces lois-là, les objectifs ont été atteints? Je prends un petit exemple. La loi sur l'embauche, qui a créé peut-être un certain nombre de conflits sociaux. L'objectif du gouvernement en initiant cette loi-là, c'est de favoriser l'implantation des opérateurs économiques, l'investissement, pour que l'entrepreneur n'ait pas la peur de recruter. Parce que les charges, les responsabilités de l'employeur, notamment à la fin de la rupture du contrat de travail, c'est énorme. Donc, on a dû alléger, on dit, vous pouvez recruter sans la peur du lendemain. Donc, on suppose que depuis 1 an et demi, on devrait... Il y a eu un vécu, on peut voilà, examiner. On devait avoir un boom en termes de recrutement. Qu'est-ce que les chiffres ont donné? Est-ce que les statistiques, l'évolution en termes de recrutement salarial, de la masse salariale, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a resté statique ou bien ça a diminué? Évaluons, s'il vous plaît. Et s'il y a des aménagements à apporter, opérons-les, c'est tout ce que nous demandons. Alors voilà, avant même de revenir à cette magie-là, effectivement, qu'il faut que la mandature, la 8e mandature est donc pour se réconcilier. Avant de revenir à la recherche de cette magie-là, il va demander à l'honorable Aronkan de sa position à lui, sans tenir compte bien évidemment de ce que Julio a commencé par dire, de sa position, s'il a une idée de ces petites touches vers lesquels il faudra pointer le doigt pour que la réconciliation, le retour du parlementaire en triomphe vers les cœurs des Béninois s'opère. On ne peut pas balayer d'un revers de main ce qui a été dit pour faire une fixation, parce que ce qui a été dit est conforme à une certaine réalité. Vous savez, la déchéance, ou si vous voulez, ce que vous appelez le désaccord ou le désamour entre le parlementaire et une partie de la population va en s'accumulant avec les législatures. Et ces choses-là vont au-delà de l'institution, mais aussi en trait à la personne, ou la qualité de qui est parlementaire. Et ça aussi, les populations ne sont pas en dehors de cette réalité-là, puisque c'est les populations qui font élire les députés. Et comme j'ai l'habitude de dire, les députés aussi ne sont que l'image de la population. Il ne faut pas soustraire le député de la population et croire que c'est un surhomme. Non, il est dans le contexte sociétal et par conséquent, son comportement, quelquefois, vient un peu pour ternir l'image de l'institution. Au même moment, il y a des comportements qui anoblissent l'image de l'institution. Vous voyez, ils ont évoqué quelque chose de fondamental en parlant des votes de loi. Lorsque vous êtes de la majorité parlementaire, le comportement que vous avez par rapport à l'action gouvernementale ne peut jamais être le comportement que le député de l'opposition a vis-à-vis de l'action gouvernementale. Parce que vous avez quelquefois ce qu'on appelle des créneaux de discussion post-hémicycle. Moi, j'ai des lois que le gouvernement a voulu, sur lesquelles nous avons travaillé et qui sont venues finalement au Parlement sous forme de propositions, mais complètement taillées. Nous avons élargi un certain nombre de choses. L'un des exemples les plus illustratifs, c'est l'achat des partis politiques. Vous savez que ce qui était venu du gouvernement, on a dit qu'il fallait avoir 100 personnes par commune pour créer un parti. C'est pour ça que lorsque mon ami dit que les ateliers aussi ont servi à ça. Nous avons travaillé, aujourd'hui nous sommes à 15. Passer de 100 à 15, je vous assure, c'est pas... C'était si nous étions des godilots, comme Léon le dit, nous allons faire passer. Donc il y a quelquefois des choses dont nous discutons de façon très âpre avec le gouvernement, mais qui ne... Dans des creusets avant que ça n'arrive au Parlement. Et il y a surtout la fameuse structure que vous avez aussi. Ah oui, vous avez vu sur la structure qui devrait... Le gouvernement avait proposé qu'il y ait une agence. Nous avons dit non.
l'agence d'enregistrement Oui, et de mais tout ça, validation. Il a on un dit de non. suivi. On est resté De suivi des conforme à l'ancienne charte. À cette chose-là, personne n'en parle. On a l'impression que, bon, vraiment, on a dit, c'est-à-dire qu'il y a eu quelquefois des fixations qui dénaturent les réalités. BNP, c'est un ensemble de personnes qui répondent systématiquement. L'appendice gouvernemental n'est pas conséquent. Non, je vous en prie. Je vous assure qu'il y a des débats quelquefois âpres. J'ai vu des personnes font des critiques à notre égard. Je suis sûr que s'ils étaient à notre place, ils ne pourront pas faire ce débat-là avec le gouvernement. Ça veut dire de quoi je parle. Les membres du gouvernement savent de quoi on parle. Vous avez vu récemment, il y a eu sur le budget cette fameuse tasse des auberges qu'on a. Ça a disparu et personne ne s'est demandé comment ça a disparu. Plus personne ne s'est demandé comment ça a disparu. Donc, il y a des choses qui se font quelquefois qu'on ne fait pas ressortir parce que c'est les débats qui se mènent au sein des creusets. Et après, bon, ce que nous voyons tous, c'est l'opinion. C'est important que l'opinion relève un certain nombre de choses, que nous sommes prêts à corriger, et les parlementaires qui sont là sont prêts à corriger, parce qu'en réalité, il ne sert à rien de dire nous avons voté la loi et comme on dit chez moi en langage, ils font tcho-tcho, c'est ça qui va passer. Non, pas du tout. Vous êtes là pour vous adapter aux réalités. Le Parlement qui est en cours, qui va venir maintenant, a un autre défi. C'est le contexte électoral même qui est déjà un défi à relever. On ne peut pas être fier de dire nous sommes élus avec 27-28% de la population, quelles que soient les raisons, justifiées ou non justifiées. Le fait même que c'est 28% qui nous envoient au Parlement, c'est déjà un handicap à la légitimité dont nous bénéficions. Nous avons l'obligation de garder ce que j'appelle l'éthique dans la dimension. Au-delà même des tests, le comportement parlementaire doit être en lien avec les aspirations des populations. Et se remettre en cause n'est pas un problème pour celui qui se veut un parlementaire sérieux. Donc moi, je dis que il faut que la population essaie de ne pas voir dans le parlementaire quelqu'un d'ailleurs. Qui d'ailleurs, non. Nous sommes là avec nos forces, nous sommes là avec nos faiblesses, nous avons nos passés. Moi, j'ai un passé militaire. Vous savez, moi, j'ai été député de la mouvance. La majorité, j'étais BNP. J'étais responsable de la communication du BNP. Le gouvernement de notre pays a pris une décision pour dire sur le campus, sur le mouvement étudiantin, il fallait faire ça. Ben, j'ai eu des réactions qui ne devaient pas être pour d'autres réactions de députés BNP. Mais j'ai eu ces réactions. Donc, quand on regarde les députés, quelquefois on nous dénie même notre capacité d'analyse. C'est ça qui est étonnant. J'ai souvent l'habitude de dire, c'est souvent au juge, au magistrat qui le dit, lorsque le magistrat ou le juge fait son jugement, est-ce que nous sommes tous d'accord avec le jugement que le juge fait? Impossible. Nous ne sommes pas tous d'accord, mais parce que c'est cette prérogative, nous sommes obligés de nous conformer. C'est important aussi qu'on reste dans cette logique. Oui, nous sommes des parlementaires. Nous avons besoin de voter les lois en fonction de nos passés, nos expériences, en fonction des aspirations que nous avions d'ici et de là-bas. Mais croyez-nous, personne ne fait quelque chose pour remettre en cause les aspirations profondes des populations. Et ça, il faut le dire. Et si c'est ça qui est la pomme de discorde entre les parlementaires et la population, il s'agit pour nous de travailler pour rendre possible ce qui est nécessaire aux populations. Mais retenons que nous avons eu une législature passée qui était une législature de réforme. Et lorsque c'est des réformes, c'est des choses qui véritablement agissent sur des intérêts directs d'une partie ou d'une couche de la population. Et ce faisant, des résistances vont naître. Peut-être qu'on ne comprendra pas la réforme aujourd'hui, mais que demain, ça va être l'apothéose. Donc je dis qu'il n'y a pas de révolution sans soubresaut. Ce qui aujourd'hui est vu comme quelque chose peut-être d'anormal, demain va être perçu peut-être comme la norme en Afrique. Et je fais la transition par rapport à la réforme sympathisante. Aujourd'hui tout le monde dit c'est pas possible, on est isolé, on a... Non. Demain, lorsque ça va s'asseoir réellement avec des grands ensembles, nous avons peut-être ribambelle de façon politique, et nous avons une démocratie prospère, je crois que chacun va dire, ils ont fait un effort. Mais les problèmes d'aujourd'hui, nous ne devons pas les évacuer. Ce qui
ont de la résistance, ceux qui ont de la contradiction par rapport à ce que nous faisons, devons prendre cela en compte, intégrer et voir comment nous allons faire évoluer le pays. Sans doute aussi accepter, faire des réaménagements, comme le disait Julio, si réaménagement il y en aura. On n'a plus de temps, on va faire juste en 15 secondes chacun un dernier tour de table, histoire de nous permettre, pourquoi pas, de promettre aux téléspectateurs de poursuivre les débats, parce que le Parlement, la procédure d'installation aura lieu demain. Ce n'est que le début, on aura l'occasion de refaire le débat. Éric Martin-Sanga, vos 15 minutes, oui. Vos 15 secondes, pardon. Je manifeste toute ma disponibilité, puisqu'il s'agit des questions qui engagent la vie de notre nation. Moi, je n'ai qu'une nationalité, je suis béninois. Et toutes les fois qu'il sera nécessaire qu'on en parle, nous serons là, nous répondrons présents. Je n'ai pas fini. Demain, c'est l'installation. Demain, c'est l'installation de nos nouveaux élus, de nos nouveaux parlementaires. Je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, beaucoup de rigueur vis-à-vis d'eux-mêmes. Et je nous souhaite, je nous demande de les accompagner, de leur permettre de se rapprocher de nous pour que cette réconciliation, pour que cet élan de divorce se transforme en élan de rapprochement. Voilà. Alors, Landry, Angelo, Adilakoum. Oui, comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi d'être toujours présent ici et un plaisir particulier d'être accompagné des aînés et puis de mon cher ami Julio. Et je voudrais dire que comme tout le peuple béninois pourrait le souhaiter, la mandature qui commencera dès demain a ce grand défi, le défi de la légitimité. Et vu le contexte dans lequel ils ont été envoyés au Parlement, et je pense que c'est un grand défi. Et si ce seul défi arrivait à être relevé, je pense que la population pourra désormais avoir confiance en ses parlementaires. Et comme on l'a dit, chaque individu a ses comportements, ses caprices, ses défauts et faiblesses. Et je pense qu'il va falloir travailler sur cela pour qu'on puisse reconnaître à travers le Parlement et que nous y sommes également. Sinon, jusque-là, je pense que la majorité des Béninois ne se retrouve pas dans ce qui est en train d'être fait par le Parlement béninois. Je vous remercie. Julio, tout métier. Pour une dernière fois, parce que c'est l'aboutissement d'un long processus, pour une dernière fois, je pense que nous aurons la fête demain. J'espère vivement que ce soit une fête, que les députés élus retournent chez eux festifs, qu'on élise un président du Parlement que tout le monde peut applaudir, et que les parlementaires, comme on peut le souhaiter, s'outillent, aillent véritablement s'outiller. Donc, je parle de technique et de responsabilité. Parce que quand le parlementaire est mu de ce qui est le volet technique de son travail et de sa responsabilité par rapport au mandat qu'il porte, parce qu'il est représentant le peuple, ce Parlement ne peut faire que les deux merveilles, ne peut que se réconcilier. Les mandats ne peuvent que se retrouver à travers le travail parlementaire. Et pour finir, je dirais, le Parlement est souvent une force qui s'ignore et dont les circonstances font de lui un pouvoir faible. Nous voudrions avoir un Parlement véritablement fort pour pouvoir mettre l'exécutif dans ses limites, dans ses justes milieux, pour que la collaboration fonctionnelle puisse être au bénéfice du développement. L'honorable Judas Agonkan, vos 15 secondes. Non, moi je voudrais vous remercier déjà, remercier mes amis qui sont en face pour leur esprit de veille. Tout ce qui est dit ici vient un peu pour demander beaucoup plus à une institution dont on voudrait qu'elle soit au cœur de notre démocratie. Je dis déjà que c'est déjà bien que le Parlement s'installe demain. C'est déjà bien. C'était pas facile. C'est vrai, on parlera de légitimité, on parlera de tout ce qu'on veut, mais on aurait pu finir cette mandature sans avoir un mandat. Et donc ça, je dis que toutes les fois où on parle de légitimité, je dis c'est déjà bien qu'il n'y ait pas un problème de règle. Maintenant, que les parlementaires qui seront installés demain travaillent à anoblir un peu l'institution, à anoblir la fonction à travers leur comportement, à travers le rôle prépondérant qu'ils joueront dans la démocratie de notre pays. C'est ça qui est souhaitable et je souhaite que la population aussi soit à nos côtés pour que la veille citoyenne soit... je dis, on n'a pas besoin forcément d'être au Parlement pour faire de la contradiction
à l'action gouvernementale. On a besoin aussi d'une société civile éveillée, surtout en ce moment où le Parlement semble être d'une tendance monocolore. On a besoin aussi que d'autres personnes dans la société puissent être à l'écoute dans la démarche de veille permanente pour que l'action parlementaire ne soit pas reléguée aux oubliettes dans l'action politique de la démocratie. Voilà, merci beaucoup Éric Martin Sanga, bien évidemment avec vous, Judas Sagonka, acteur politique. Merci beaucoup d'avoir accepté venir discuter avec Julio Tometti et Landry Angelo Adelakun, eux un peu plus proches, on va dire, de la société civile, lecteurs acharnés et bien assidus des questions de la politique nationale. Et mieux encore, on aura l'occasion de vous avoir peut-être dans d'autres débats, mais pourquoi pas essayer un jour de rééditer le plateau. Ça va faire la suite à ce que nous avons commencé aujourd'hui. Bonne soirée à chacun et à tous et à nous revoir prochainement parce que ETélé est toujours au rendez-vous, bien évidemment, des grandes questions d'intérêt national.